Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce lundi 1er mai. Des secours sont parvenus aux 21 otages détenus sur l'île de Jolo, c'est au sud-ouest des Philippines. Ils sont retenus depuis une semaine par un groupe islamiste. Multiples manifestations en ordre plus ou moins dispersé et d'importance moyenne pour ce 1er mai, fête du travail que les syndicats ont voulu aussi festif. De nouveau les chasseurs hors la loi dans le Médoc, la chasse à la tourterelle continue en l'absence de toute répression policière. De Le Pen à Maigret, l'extrême droite a rassemblé de maigres troupes pour fêter Jeanne d'Arc. Clair Obscur, c'est le nouvel album de Françoise Hardy, entre sourire et nostalgie, beaucoup de souvenirs. Françoise Hardy est notre invitée, nous la retrouverons à la fin de cette édition. Ils sont très amaigris, parfois au bord de la crise de nerfs, disent les médecins. Les otages de 7 nationalités différentes, dont un couple de Français, enlevés le 23 avril par un groupe islamiste sur une île malaisienne, ont pu donner de leurs nouvelles. Vous allez voir les premières images. Pour la première fois, des secours leur sont parvenus sur l'île de Jolo aux Philippines, ce qui ne signifie pas pour autant la fin de leur capture. Commentaire Dorothée Lyrique. Ils sont vivants, mais affaiblis et effrayés. C'est une journaliste philippine qui a pu rencontrer les otages et les filmer dans cette hutte au milieu de la jungle. Ils sont 21, 7 nationalités différentes, parmi eux un couple de Français. Stéphane Loisy, France. On n'a rien mangé depuis hier et on a tous des problèmes d'estomac. On n'a pas le choix, on doit rester vivant. Mais il n'y a pas d'eau, les conditions ne sont pas évidentes. Il y a de la boue partout, ici c'est le Moyen-Âge. Depuis 8 jours, les otages enlevés le jour de Pâques en Malaisie sont confinés ici, un par un, et seulement quelques minutes par jour, les ravisseurs les autorisent à sortir. On est traité correctement, mais les conditions de vie sont difficiles et se détériorent chaque jour. Plus le temps passe et plus on est faible. Ce qu'on veut, c'est partir d'ici le plus vite possible. Les otages sont gardés par quelques 500 hommes armés se réclamant du mouvement Abu Sayyaf, une milice musulmane en lutte pour la création d'un État islamique dans le sud de l'archipel, dominé par les catholiques. Aujourd'hui, pour la première fois, un médecin a été autorisé à acheminer de l'aide alimentaire aux prisonniers. J'ai été mandaté par le gouvernement pour aller au chevet de ces otages qui sont malades. Cette femme a pu rejoindre le camp rebelle dans la journée et apporter des médicaments aux otages. Pour l'heure, les négociations sont au point mort. Les consuls français, allemands et finlandais sont arrivés aujourd'hui dans le sud des Philippines. Ils ont rencontré l'émissaire du gouvernement, celui qui est en contact avec les ravisseurs. Un peu de muguet, quelques couplets de l'Internationale, un slogan où il est question de dignité, de démocratie, d'emploi, de solidarité et de mixité. Voilà pour ce qui rassemblait le temps d'une manifestation, la CGT et la CFDT ainsi que le FSU et les syndicats autonomes de l'enseignement FEN. La CFTC avait fait son défilé ce matin et Force ouvrière faisait bande à part puisque son secrétaire général était à Casablanca avec l'Union marocaine du travail. Mais pas question de polémique du côté CGT et CFDT où l'on insistait autant sur le revendicatif que sur le festif. Reportage Nathalie Moisan, Jean-Bernard Schmitt et Michel Levasseur. Le geste faisait figure de symbole l'an dernier. Il le répète de bon cœur. Une poignée de main entre les leaders de la CFDT et de la CGT, Nicole Notat et Bernard Thibault, pour souligner le rapprochement des deux organisations. Dans le carré de tête, elles défilent aux côtés de l'UNSA et de la FSU. Unité fragile puisque Force ouvrière a décliné l'invitation. Les présents évidemment préfèrent parler de ce qui rapproche plutôt que de ce qui fâche. La démocratie, la solidarité, la dignité et la mixité, ce sont des valeurs fortes qui nous rassemblent aujourd'hui. Je pense que l'important n'est pas de savoir si nous sommes tous dans un défilé ou si cela prend des formes différentes selon le choix de certaines organisations. Je crois que ce qu'il faut voir, c'est le sens nouveau que nous souhaitons donner à ce 1er mai. Je pense qu'il est plutôt positif justement que cette manifestation réunisse des militants, des organisations qui ne sont pas d'accord sur tout, mais qui n'hésitent pas à pousser ensemble sur un certain nombre de points qu'elles estiment possible de pousser dans ces discussions. Des discussions entre le patronat et les syndicats sur la refondation sociale présentes dans tous les esprits. Pourtant, seules les associations de lutte contre le chômage y font allusion sur leur banderole.
Les grandes confédérations préférant donner à ce 1er mai une allure plus festive. Plus loin, les syndicats reprennent les slogans des anti-mondialisations. La flexibilité, c'est l'enfer et pas question de les effets. Une ambiance bon enfant couronnée en fin d'après-midi par un concert place de la Bastille. Volontairement en marge du défilé, Force ouvrière avait organisé ce matin son propre rassemblement, histoire de montrer que l'harmonie ne règne pas totalement dans le camp syndical, à 2 jours d'une rencontre importante avec le MEDEF. Il faut aussi évoquer les milliers de personnes qui ont manifesté pour ce 1er mai en région, à Grenoble, Lyon, Marseille notamment. Et pour ajouter une note dans l'esprit du temps, celle de la contestation de la mondialisation, il y avait également quelques milliers de manifestants de tendance anarchiste pour se joindre finalement au syndicat traditionnel. Reportage Éric Mézy, Delphine Détry et Luc Bechefen. Attention, le chat noir sort ses griffes. De mémoire de militants libertaires, il y avait longtemps que l'on avait vu à ce point les couleurs de l'anarchie envahir les rues. Dépêchés sur place pour l'occasion, la fanfare des mineurs gallois conduisait en musique ces nouvelles troupes de militants. 5000 au bas mot selon les organisateurs. Il y a quelques années, on n'aurait jamais imaginé ce genre de cortège ici à Paris. Et ce qui est super, qui fait chaud au cœur et tout, c'est que partout en France, nous par exemple on vient de Saint-Étienne dans la Loire, et dans la Loire ça commence à grossir, Car la Confédération nationale du travail revient de loin. Après avoir frôlé la disparition, elle s'attire aujourd'hui un succès croissant, auprès des jeunes surtout. Dans ma jeunesse, quand j'étais ado, j'avais une sympathie pour les écologistes, mais là je me rends compte on ne peut pas être, à mes yeux, anticapitaliste et en étant au gouvernement, c'est pas possible. Donc je vois qu'une seule alternative et c'est celle-là. Moins radicaux dans l'action comme dans les discours peut-être, mais davantage impliqués dans la vie de l'entreprise, les anarcho-syndicalistes bénéficient du mouvement anti-mondialisation. Ils refusent cependant qu'on les accuse de récupération. La mouvance qui réagit aujourd'hui face au FMI, face à la mondialisation, se reconnaît dans ce que nous affirmons et ce que nous défendons depuis des dizaines d'années. C'est donc quelque part, j'ai envie de dire, on est en avance, on a été en avance dès le début. C'est donc tout naturellement que la CNT sera, avec tous les anticapitalistes de France, au procès de José Bové, le 30 juin prochain à Millau. À New York et Chicago, dans les quartiers financiers, de petits rassemblements anticapitalistes se sont formés, mais c'est à Londres que sur ce thème, les manifestations ont dégénéré malgré un très important déploiement policier. Correspondance Benoît Duquesne avec Sten Rosenlohn. Branle-bas de combat ce matin dans la police londonienne. Pas question de voir se reproduire le saccage de la City comme en juin dernier par une bande d'anarchistes. Pourtant, l'affaire s'annonce plutôt paisible et la dangereuse manifestation annoncée prend vite des airs de carnaval. Le mot d'ordre est de mener des opérations de guérilla jardinière, autrement dit de planter des fleurs devant le Parlement, chacun y mettant les intentions qu'il souhaite. Londres n'est pas une ville aussi plaisante qu'elle l'était ou qu'elle devrait l'être. Ce qui nous rassemble tous, c'est qu'on peut voir les choses différemment, se demander pourquoi le capitalisme existe et se demander de quelle façon on peut exploiter la terre. Et sur ce, tout le monde s'est mis en marche vers Trafalgar Square, même si les intentions de certains paraissaient beaucoup moins angéliques. C'est la grande avenue des ministères, là où habite Tony Blair. C'est là aussi que se trouve l'un des McDonald's de Londres, une enseigne difficile à porter par les temps qui courent, depuis que José Bové en a fait le symbole de l'économie globale, de la malbouffe et du capitalisme mondial, ce qui devait arriver est donc advenu. Au total, une quinzaine de personnes ont été arrêtées et un policier est sérieusement blessé, mais rien de commun avec les troubles de l'an dernier, le grand déferlement anarchiste tant redouté n'a pas eu lieu. Après Seattle et Washington, les manifestants ont choisi Londres pour ce 1er mai. Une manifestation qui se voulait non violente, même si les débordements n'ont pu être évités. Une manifestation symbolique dans cette ville qui est l'une des principales places financières dans le monde. On ajoutera aussi des défilés du 1er mai à Vienne avec 100 000 personnes qui protestaient notamment contre la présence de l'extrême droite au gouvernement. À Moscou avec des dizaines de milliers de manifestants mais très loin de l'ampleur des anciens défilés. À Varsovie où des banderoles réclamaient du pain et du travail. Et puis en Allemagne où dès hier soir des incidents très violents ont eu lieu entre les forces de l'ordre et des militants d'extrême gauche.
Aujourd'hui, ce sont des membres du Parti national-démocrate allemand d'extrême droite qui se sont rassemblés à Berlin. Et puis à Zurich, il y a eu des manifestations, notamment devant le tribunal du district, des manifestations qui ont dégénéré parce que des autonomes se sont mêlés du défilé traditionnel. Plusieurs milliers de personnes y avaient participé. L'affrontement avec les forces de l'ordre n'aurait pas fait de blessés. En Italie, et en application du principe de Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme. Le 1er mai, fête du travail, est devenu le jubilé des travailleurs. Exit les drapeaux rouges et apparition d'une immense croix à Rome avec le pape pour une messe solennelle, le chef du gouvernement et les principaux responsables des confédérations syndicales italiennes dans le public. Jean-Paul II a plaidé pour une mondialisation menée avec sagesse. Le 1er mai à Limoux, dans l'Aude, était plein de nostalgie pour les 182 salariés de la société Myris. Le fabricant de chaussures ferme ses portes et vient d'expédier ses lettres de licenciement, mettant fin à une industrie fondée à Limoux en 1920. Pour ne pas totalement baisser les bras, l'Union départementale CGT avait organisé un 1er mai particulier avec les employés de Myris. Reportage Loïc Delamornay, Olivier Combe. La CGT a voulu en faire un symbole. C'est dans une entreprise qui vient de mourir qu'elle a organisé sa fête du travail. La paella est réussie, le groupe de samba fait des efforts pour réchauffer l'ambiance, mais les visages restent éteints. Et ce ne sont pas quelques tambourins qui vont ressusciter Myris. Les 182 derniers employés ont laissé leur pupitre vendredi, définitivement. On a fait la richesse quand même de Myris, ça, on a fait la richesse. Et aujourd'hui on voit que cette richesse, il y en a qui se la partagent, et nous on nous jette comme un papier Kleenex, pareil. Donc, et qu'on a été abandonné par les politiques, par tout le monde, puisque personne n'a voulu suivre Myris. Pour la ville de Limoux, Myris était un pilier économique. On travaillait dans cette entreprise familiale de père en fils, de grand-mère en petite-fille, dans les ateliers ou dans les magasins. C'est dire si la reconversion est illusoire. Si on est rentré à 16-17 ans, là, on n'a pas eu d'études, on n'a pas fait de longues études, alors maintenant, 45 ans, se replonger dans quoi? Dans un métier? Drôle de fête du travail, quand demain, ces gens devront rester chez eux. Aujourd'hui, pour nous, ce serait plutôt la fête du chômage. J'avais construit ma vie, ma famille, ma vie, mon avenir chez Myris. Parce que c'était une maison sûre. Aucun repreneur ne s'est manifesté. La faute à la mondialisation, clament les employés. Mais aujourd'hui, ils reconnaissent une chose, la godasse, c'est fini. Après la Somme, le Médoc met toujours la même réplique violente des chasseurs dès lors que l'on vient leur rappeler la loi. L'obstination d'Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de protection des oiseaux, qui vient chaque année rappeler l'illégalité de l'ouverture de la chasse à la tourterelle des bois. Cette obstination a fait monter la tension sur les routes et chemins au nord de Bordeaux, et tout cela sans qu'un agent de l'autorité publique intervienne. C'était la 15e ingérence d'Alain Bougrain-Dubourg sur ce terrain. De part et d'autre, on ne désarme pas, même si certaines choses ont changé. Rappel et récit avec David Bazier et Vincent Dubroca. Rien n'y fait, invariablement. Ce matin, comme chaque 1er mai depuis 15 ans, Alain Bougrain-Dubourg essuie les coups des chasseurs les plus violents. Parce qu'il vient dénoncer en Médoc le braconnage de la tourterelle, chasse interdite par la directive européenne sur les oiseaux migrateurs. Ça devient n'importe quoi le Médoc. On est où là maintenant? Et ils le font avec préméditation. Et je suis désolé, je vois pas les forces de l'ordre. Mais que fait la police, ou plutôt les gendarmes? Parfois plus de 200 sur le terrain, hélicoptères, tout y est. Première mission, protéger le président de la Ligue de protection des oiseaux, mais cela n'a jamais empêché les agressions. Seconde mission, débusquer le braconnage. Aucune infraction constatée malgré les tirs pendant 14 longues années. C'est seulement l'an dernier que 33 permis de chasse ont été retirés. Les appuis politiques des chasseurs ne leur garantissent plus une immunité totale. Ils sont moins nombreux, ils ont peur des sanctions, et c'est tant mieux, mais c'est pas suffisant. Mais c'est nouveau. C'est nouveau, on commence à progresser, il n'y a aucun doute. Simplement, il y a quand même 30 000 tourterelles qui vont être abattues en 3 semaines. L'ami des tourterelles est aussi l'ennemi juré de toute une population du Médoc. Au début des années 90, la venue de Sophie Marceau et Brigitte Bardot lui ont donné une image d'écolo parisien showbiz venu imposer ses vues.
On n'avait aucun écho auprès de la presse. Il fallait donc trouver des gens comme Sophie, comme Brigitte, qui étaient capables d'être à nos côtés, et la presse venait pour eux. Réussite médiatique mais aussi juridique. La LPO a réussi à faire interdire l'association de défense des chasseurs de tourterelles. Son chef charismatique, Georges Riboulet, n'est plus sur le terrain depuis 2 ans. Ce matin restaient les plus extrémistes, virulents, mais ils sentent la bataille perdue. Je pense qu'elle en passe d'être perdue. Ça c'est clair. Pour nous chasseurs, je pense qu'elle en passe d'être perdue. Quoi ça sert finalement de continuer à être là? Tout simplement, c'est que ce sont des traditions. Mais une tradition en perte de vitesse, les pylônes renversés par la tempête n'ont pas été tous relevés, faute de chasseurs. Drapeau noir et croix celtique, quelques étudiants à la fin du cortège du Front National manifestaient en criant « Europe d'abord, blanche toujours » ce matin à Paris. Ils venaient grossir les rangs du Front National de Jean-Marie Le Pen. Celui-ci en avait bien besoin car ce 1er mai 2000 semble bien marquer un recul de la mobilisation de l'extrême droite française. Pas plus Jean-Marie Le Pen que Bruno Maigret, avec l'aide de Jeanne d'Arc, n'ont réussi à vraiment mobiliser leurs troupes. D'ailleurs, si les discours se font maintenant séparément, les idées sont bien les mêmes. Reportage Arnaud Boutet et Jean-Yves Blanc. Bon, on va peut-être commencer. Oui. Très bien. Avec 1 heure de retard, Jean-Marie Le Pen donne le signal de départ. Le défilé du 1er mai réunit une nouvelle fois son cortège de panoplie. Et comme chaque année, le président du Front National dépose une gerbe au pied de la statue de Jeanne d'Arc. Au même moment, à quelques centaines de mètres de là, les maigretistes défilent au volant de 200 voitures, place de la Concorde. Les 2 cortèges s'évitent soigneusement. Celui du Front National tente d'afficher sa supériorité, mais derrière, les rangs sont clairsemés. 3000 manifestants lepénistes, ils étaient 5000 l'an dernier. Moribonds, les 2 partis tentent de se différencier, mais à quelques heures d'intervalle, les discours de leurs chefs se ressemblent. Exemple, à propos de la discussion demain à l'Assemblée du droit de vote aux étrangers. Les travailleurs des services publics sont aussi gravement menacés dans leurs emplois, et nous le serons tous sans doute, par la suppression de notre droit de vote, ou en tous les cas le transfert de notre droit de vote aux étrangers. Parce que donner le droit de vote aux étrangers, c'est mettre en cause la nation. Même critique concernant l'Europe. Bruxelles n'est pas pour l'Europe. Bruxelles, c'est une machine à mondialiser l'Europe, c'est différent. Il faut libérer la France de l'Europe avant qu'elle ne coule. Autre point commun, la Marseillaise. À l'extrême droite, certaines traditions dépassent les clivages de personnes. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant. En Serbie, les opposants à Slobodan Milosevic ont saisi cette date pour eux aussi se faire entendre à nouveau, cette fois-ci en compagnie des syndicats, toujours pour réclamer le départ de Milosevic. C'était à Belgrade. Ils étaient plusieurs milliers ce matin. Les victimes de Milosevic, les Kosovars venus se réfugier en Europe, arrivent maintenant à la fin de leur permission de séjour, que ce soit en Suisse, en France ou en Allemagne. 1 an après le début du conflit, il reste 3500 Kosovars en France, mais 160 000 en République fédérale d'Allemagne. Et dans ce pays, on presse maintenant les Kosovars albanais de retourner au Kosovo. Reportage de nos correspondants Olivier Lerner et Ralph Klingelhofer. Leurs jours en Allemagne sont comptés. Voilà l'ordre de quitter le territoire avant le 3 mai prochain. La famille Brahimi, réfugiée à Berlin, n'a plus d'autre choix que de regagner Mitrovica pour réintégrer cette maison brûlée. 170 000 Kosovars sont priés de plier bagages dans les plus brefs délais. Il n'y a plus d'école. Toutes les usines sont cassées. Je n'ai aucune chance de trouver du travail. Pour nourrir 5 personnes, c'est un gros problème. Ils sont restés plus d'1 an dans cette caserne où la cour d'honneur n'est pas très belle à voir. L'heure des adieux va sonner pour les réfugiés du Kosovo, privés du droit d'asile en Allemagne sur décision de justice. Ils ne doivent pas attendre le dernier moment avant de partir. Autrement, c'est l'expulsion. La plupart cherchent à prolonger leur séjour. Mais les expulsions avec la police qui vient ici, ça arrive. En général, la Croix-Rouge prévient les familles juste avant la descente de police pour prendre le temps d'emballer ces maigres affaires. Les valises sont toujours à portée de main.
Partir sans pouvoir revenir, c'est désormais le destin de ces Kosovars qui savent qu'ils ne peuvent plus compter sur personne pour rester en Allemagne. Moi, je suis prêt à rentrer à la maison. Je ne veux pas me retrouver en prison et être ensuite dans la situation d'un homme qu'on expulse. Avec 1000 francs par mois, offerts par les autorités allemandes, la famille Brahimi n'a pas vraiment pu mettre beaucoup d'argent de côté. Reconstruire sa maison, refaire sa vie au Kosovo, s'annonce périlleux, difficile, voire impossible. En Iran, à Shiraz, devant le tribunal révolutionnaire, l'un des 13 juifs iraniens accusés d'espionnage au profit d'Israël aurait avoué aujourd'hui, dès la reprise du procès, avoir eu des liens avec Israël en vue d'activités d'espionnage. Et puis un attentat ce soir à Téhéran. Le quartier général de la police de Téhéran, qui est situé dans le nord de la capitale, a été la cible d'une attaque au mortier. Selon plusieurs témoins, 7 ou 8 obus ont atteint le voisinage du quartier général. Une personne a été arrêtée et les Moudjahidines du peuple, le mouvement d'opposition iranien, a revendiqué cette attaque. À Tunis, le journaliste Taoufik Ben Brik a reçu des autorités de son pays un nouveau passeport, mais il continue sa grève de la faim, ainsi que plusieurs membres de sa famille. Taoufik Ben Brik a adressé une lettre à l'intention de Jacques Chirac, l'accusant d'avoir été le plus fidèle soutien du régime ignominieux, dit-il, de Ben Ali. Mercredi prochain, aux Pays-Bas, sur une ancienne base militaire américaine, 2 hommes, 2 Libyens, seront jugés sous l'accusation du terrible attentat commis le 21 décembre 88. Ce jour-là, un avion de la Paname explosait et s'écrasait sur le Kirby, un village d'Écosse. 12 ans après, le procès s'ouvre, mais le village martyr s'est reconstruit. La mémoire du drame est intacte, comme le raconte un témoin de l'époque, un sauveteur, qu'ont accompagné Benoît Duquesne et Michael Barnes. On savait que quelque chose était tombé du ciel, mais on ne savait pas exactement ce que c'était ni combien de personnes pouvaient être impliquées. Maxwell Ken était sauveteur. À l'époque, sa spécialité avec ses chiens, c'était plutôt les avalanches dans les montagnes d'Écosse. Mais ce soir-là, quand on l'a appelé pour une catastrophe dans la petite ville de Lockerbie, il a vite compris que ce serait autre chose. Dans cette rue, par exemple, toutes les maisons étaient endommagées. Il y avait des parties de corps éparpillées un peu partout, sans doute venant de l'avion. Sur le coup, vous ne réalisez pas à quel point c'est horrible. Entre ces 2 ensembles de maisons, dans ce jardin, c'est là qu'est tombée une partie du fuselage de 20 mètres de long. Il y avait plus de 70 corps à cet endroit. L'avion a explosé en plusieurs morceaux comme autant de bombes qui se sont abattues sur la ville, faisant 11 morts au sol, 259 dans l'appareil. 12 ans plus tard, les maisons ont été reconstruites, les cratères rebouchés comme autant de plaies qui auraient cicatrisé. Mais la mémoire est intacte et partout dans les environs, à chaque fois qu'une partie importante du fuselage a été retrouvée, qu'un corps a été ramassé, les stèles, pierres, dalles ou chapelles le rappellent aux passants. Quand on est arrivé ici, on a vu le cockpit de l'avion. Et sur la colline, là-bas, il y avait 2 jeunes filles, encore assises sur leur siège. Elles étaient serrées l'une contre l'autre, elles étaient conscientes au moment de l'impact. On pouvait voir la terreur sur leur visage. De tels souvenirs, la plupart des habitants de Lockerbie en ont dans la tête. Pourtant, la ville veut tourner la page parce que le procès arrive trop tard, parce qu'elle ne croit pas que la comparution de 2 seuls agents libyens suffise à expliquer cet attentat, parce qu'elle se dit que le hasard seul a voulu qu'elle soit victime et témoin de ce drame dont elle ne peut que préserver la trace. On ne peut pas oublier, ce serait une erreur de vouloir oublier. Vous pouvez seulement le laisser dans un coin de votre esprit en espérant que ça s'effacera avec le temps. Demain, partout en France et pendant une semaine, sur des milliers de panneaux publicitaires, des visages d'enfants vont apparaître. Ce sont des enfants disparus, parfois depuis plus de 10 ans. Un annonceur a décidé de se mettre au service de cette cause. Selon le ministère de l'Intérieur, c'est un rappel, 40 000 disparitions d'enfants sont signalées chaque année. La plupart sont retrouvés rapidement. Mais il y a les autres et les angoisses des familles demeurées sans nouvelles, parfois pendant de longues années. Reportage Stéphane Bretner et Eric Delagneau. Les seules traces que l'on a retrouvées de Geoffrey, ce sont son sac et sa moto. Ce jeune homme de 17 ans a disparu le 15 décembre 1997 à la sortie du lycée. Et depuis 3 ans, son père remue ciel et terre pour avoir de ses nouvelles. Distribution d'affiches, site internet,
des répondeurs téléphoniques branchés en permanence. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour faire parler de mon enfant. N'importe quoi, mettre un article dans une presse, aller décorer mon véhicule de la photo de mon fils. Il suffit de pas grand-chose des fois pour les retrouver, ces enfants. Il suffit d'une personne qui l'ait vu. À partir de demain, la photo de Geoffrey et de 8 autres enfants s'afficheront pendant une semaine sur 10 000 panneaux en France. Avec un numéro de téléphone, l'espoir qu'un témoignage relance des enquêtes au point mort. Derrière ce projet, il y a Dauphin. L'afficheur a choisi ce thème pour sa propre campagne de promotion. J'ai voulu qu'on fasse une campagne citoyenne, c'est-à-dire une campagne utile pour l'ensemble de la collectivité, sur une cause dont on ne parle peu, c'est-à-dire l'enlèvement ou la disparition d'enfants. On en parle au moment où un enfant disparaît, et après on oublie. Les 9 enfants ont été choisis par la PEV, la seule association en France qui regroupe toutes les familles de disparus. Dauphin veut prouver que tous ces panneaux sont partout en France, et notre objectif à nous est de diffuser partout en France le plus largement possible des affiches. Donc on s'est tout à fait retrouvés sur les mêmes objectifs, et nous n'aurions jamais pu faire une campagne seule comme ça avec les moyens de l'association, et Dauphin nous a donné ces moyens. Toute cette semaine, les familles attendront un signe, comme à l'automne dernier lorsqu'un nouveau témoignage a permis de rouvrir le dossier de Yanis, clos depuis 4 ans. Du sport et pour une fois honneur à l'aviron avec un défi à 8 sur 5000 mètres disputé cet après-midi à Paris sur la Seine. L'équipage britannique vice-championne du monde a fort logiquement battu le 8 français. Commentaire Julien Richon avec Christian Gallet. En passant par le pont des Arts, le pont Neuf ou le pont d'Iéna, sans chômer, on pouvait admirer ce lundi 1er mai les gros bras des Britanniques et leur homologue français. Le défi à 8 est une course d'aviron en plein cœur de la capitale. Le bateau anglais y affronte le bateau bleu-blanc-rouge, jeu sur scène et scène de sport, au grand bonheur des spectateurs. Ce genre de manifestation, ça permet quand même d'avoir une belle image de Paris, surtout quand il fait beau comme ça. C'est le cadre qui donne le succès à la course, parce que Paris il fait beau, les gens sortent facilement. Comme tous les ans il fait beau, on a eu de la chance. Et on espère que ça va bien se passer. Apparemment les Français ont un petit retard, mais ils vont nous rattraper ça sur la fin, comme d'habitude. On l'aura compris, que l'on aime l'aviron ou que l'on aime Paris, on apprécie forcément ce 3e défi à 8. Il n'aura manqué finalement que quelques coups de rame et une victoire française pour satisfaire le plus grand nombre. Mais qu'importe, l'essentiel est ailleurs. C'est une compétition exceptionnelle ici, il fait super beau. Il n'y a pas un plus beau bassin dans le monde pour faire de l'aviron entre Notre-Dame et la Tour Eiffel, c'est exceptionnel. En matière d'aviron, si les Britanniques ont la mythique course entre Oxford et Cambridge, les Français ont désormais leur défi à 8 dans Paris. Un rendez-vous de 1er mai qui devrait encore se prolonger de longues années. Clair-obscur, c'est le titre du nouvel album proposé par Françoise Hardy et ça lui va bien puisque toutes les mélodies sont en demi-teinte autour de la nostalgie où l'on retrouve aussi bien Étienne Dao, Iggy Pop, des chansons composées il y a longtemps comme Tu ressembles à tous ceux qui ont eu du chagrin, c'est en 1970, et puis un premier titre déjà beaucoup fredonné, un hommage à Mireille interprété comme un film d'amour puisque vous partez en voyage. Présentation Olivier Lenouza et Frédéric Basile. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le personnel d'accompagnement de l'équipe de restauration. Puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage. Une gare, le rendez-vous des amoureux d'un couple heureux qui rend hommage à Mireille et Jean Sablon. Vous avez posé vos bagages, marche avant côté du couloir. Et pour les grands signaux d'usage, j'ai préparé mon grand mouchoir. La fuite, du temps, des sentiments, des belles années, un voyage en clair-obscur, Clair-obscur, le titre du dernier album de Françoise Hardy. Ce qui est clair, c'est qu'un disque, c'est un disque, et tout ce qui est autour du disque, pour moi, c'est obscur et ça m'intéresse pas vraiment. Quel plaisir que vous ressentez? Le plaisir de Françoise Hardy, selon Jacques Dutronc. Vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi? Et vous vous permettez de lui poser des questions parfois ou pas? Non, pire. Jamais. Enfin, pire, elle impose les réponses, soit là à telle heure. Non, mais parfois ça m'échappe et parfois j'oublie qu'il ne faut pas lui poser de questions. Mais enfin, comme il ne répond jamais, donc effectivement, je continue mon monologue. C'est pour ça que je dis peut-être que c'est pas la peine que je sois là. Mais... David Bowie était fou d'elle.
Pour Mick Jagger, elle incarnait l'idéal féminin. Bowie, Jagger et Iggy Pop, autre sale môme du rock. Iggy, ravi de chanter avec Hardy l'égérie des 60s. Elle sort un nouveau disque, mais ne se considère toujours pas comme chanteuse, n'aime pas sa voix, refuse de monter sur scène. Françoise Hardy poursuit tout simplement son voyage. Puisque vous partez en voyage, mon chéri, je pars avec vous. Une échappée sentimentale, pleine de mélancolie. Bonsoir Françoise Hardy. Bonsoir. Ben voilà, c'est joyeux, c'est drôle, parce qu'on oui. dit toujours mélancolie, tristesse avec vous, pas du tout. Vous avez beaucoup de joie à faire ce duo. En tout cas, pas avec ces chansons-là, oui, oui. Hein? Beaucoup, beaucoup. C'est vrai que c'est important de se faire plaisir si on veut faire plaisir aux autres aussi, enfin en tout cas en matière de disques et de chansons. Alors pourquoi vous attendez aussi longtemps pour vous faire plaisir et pour nous faire plaisir? Ah non, mais j'essaye à chaque fois, mais bon là j'ai eu le concours de plusieurs personnes, c'est plus facile quand on n'est pas seul. Alors vous avez grappillé des choses, je disais par exemple une chanson que vous aviez écrite qui était passée un peu inaperçue, qui est très jolie, de 1970, et puis vous avez fait des duos. Comment vous avez composé cet album? Mais un petit peu, j'allais dire au coup par coup, c'est une expression qui ne me plaît pas trop, mais j'avais certaines chansons déjà inédites, et puis il fallait compléter, et on m'a amené des mélodies originales qui m'ont pas trop plu, et à partir de là, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je n'irais pas un petit peu chercher dans le patrimoine, sans savoir qu'en même temps, des tas d'autres interprètes avaient exactement la même idée, que ce soit en France d'ailleurs ou à l'étranger. Je crois que le temps est venu un petit peu justement d'aller à ce genre de faire ce genre de pêche pour faire redécouvrir certaines très belles chansons. Ouais. C'est vrai que vous cultivez la mélancolie ou pas? C'est vrai que le fond de ma nature est mélancolique, mais je ne passe pas mon temps quand même à pleurer ou à regretter des choses, non. Alors, vous vous rendez compte que pour nous, on vous a découvert avec Mireille, le petit conservatoire, une certaine insouciance, une certaine fraîcheur, comme ça, et que c'est resté totalement intact, tout ça, pour le public. Donc il a besoin que vous soyez présent, non? Ben écoutez, je l'espère, c'est vous qui le dites, ça m'est difficile de et cette insouciance, vous l'avez toujours? Cette insouciance, moi ce qui me plaît justement dans la chanson de Mireille et Jean Noin, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Jean Noin qui a écrit ce texte, c'est que ça allie la légèreté et la profondeur. Je trouve que c'est le mélange le plus intéressant quand la profondeur se marie à la légèreté. Et c'est ce qui se passe dans cette chanson. Alors, dans tout ce qu'on lit sur vous, on dit à chaque fois, il paraît que vous répétez « je ne suis pas une chanteuse ». Oui, c'est vrai. Non, mais c'est faux. Bah, oui et non. Quoi. Oui, il y a des chanteuses. J'ai tendance à penser qu'être une chanteuse, c'est faire ce métier à 100%. Ouais. Ça veut dire c'est faire des disques, mais c'est aussi faire de la scène. Et donc, moi, évidemment, ça fait très longtemps que j'ai renoncé. C'est peut-être Vous en ferez pas? Un bien grand... Non, parce que vraiment, ce sont deux activités très différentes. Faire des disques, faire des chansons d'un côté, faire de la scène de l'autre. Et d'ailleurs, en ce qui me concerne, c'est-à-dire en tant que spectatrice, il y a des artistes dont je n'écoute pas trop les albums et que je vais voir sur scène avec grand plaisir, comme par exemple Johnny Hallyday. Et il y en a d'autres dont je connais les chansons par cœur, dont j'ai tous les disques et que je n'éprouve aucun besoin d'aller voir sur scène. Donc ce sont vraiment deux choses très différentes. Vous diriez vraiment que les chants désespérés sont les chants les plus beaux? Absolument. Ah sur oui? Sur le plan mélodique en tous les cas, et même sur le plan des textes, c'est toujours cette dimension du désespoir qui donne quand même une profondeur quand on arrive à la sublimer. Donc clair-obscur, ça vous colle bien, c'est vraiment vous ça, clair-obscur. Vous vivez dans l'obscur et de temps en temps vous sortez dans la clarté? Oui, on peut le voir. C'est vrai? On peut le voir comme ça, mais c'est surtout ce que vous avez dit au début. Ça veut dire que c'est un titre de chanson, d'une très jolie chanson d'ailleurs de Khalil Shahin, et qui donne un petit peu le climat général de l'album qui est en demi-teinte. Le duo avec Dutronc, c'est vous qui lui avez proposé? C'est lui? Ah oui, c'est vous. C'est moi. Parce que alors qu'est-ce qu'il a dit dans un premier temps? C'est la chanson de Mireille que je préfère depuis toujours et je n'avais pas le disque et donc je l'ai finalement trouvé et en réécoutant je me suis dit, ça m'a frappé, je me suis dit mais il faut reprendre cette chanson avec Jacques, il a été d'accord instantanément. Ah oui. Oui, curieusement. Et apparemment ça a l'air de l'avoir beaucoup amusé comme vous. Je ne sais pas si ça l'a amusé, mais en tous les cas, parce que je crois que tous les deux on avait envie vraiment
d'être au service de cette chanson, de faire en sorte que ce soit bien. Donc c'était ça notre préoccupation majeure. Ça a été pesant à un moment dans votre carrière d'être un peu l'égérie ou le symbole de tout un style? Il y a des chanteurs américains qui parlaient de vous. Non, mais ça, ce sont des choses que les autres vous disent, qui sont toujours très gonflées, très amplifiées, qui ne correspondent pas toujours vraiment à une réalité. En tout cas, si c'en est une, soi-même, on vit complètement en dehors de cette réalité. Moi, en tout cas, j'ai vécu en dehors de ça. Je peux vous demander quelque chose, évidemment pour les téléspectateurs de France 2, mais à titre personnel aussi. Il faut qu'on vous voit plus souvent. Ah, ben oui, mais j'ai un petit peu de mal. Faut pas vous cacher. Pourquoi vous vous cachez? Merci. Ben parce que, je sais pas, c'est mon tempérament. C'est vrai? Oui, je suis plus à l'aise quand on ne me voit pas. Je suis plus voyeuse qu'exhibitionniste, encore que les gens qu'on voit ne sont pas tous exhibitionnistes, évidemment. En tout cas, vous nous faites un beau cadeau avec Clair Obscur. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cet album. On arrive à la fin de cette édition. Je voudrais rappeler plusieurs événements d'actualité que nous avons développés. Des secours sont parvenus aux 21 otages détenus sur l'île de Jolo, au sud-ouest des Philippines. Ils sont retenus depuis une semaine par un groupe islamiste. De nouveau, les chasseurs hors la loi dans le Médoc. La chasse à la tourterelle continue en l'absence de toute répression policière. Et puis de multiples manifestations en ordre plus ou moins dispersé, d'importance moyenne pour ce 1er mai fête du travail que les syndicats ont voulu aussi festif. Et puis nous sommes le 1er mai, cela fait donc très exactement 7 mois que Brice Flotio, photographe indépendant, est retenu en otage en Tchétchénie. Nous voulions le signaler. Dans un instant, la météo avec Isabelle Martinet. À 20h50, il y aura la première puis la seconde partie de La Tour Secrète, un téléfilm. À 0h10, le journal de la nuit vous sera présenté par Laurence Ostolaza. Demain, 7h50, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Michel Sapin, le ministre de la Fonction publique. Et puis à 13h, vous retrouverez ici même Carole Gessler et Rachid Arabe. À demain 20h. Bonsoir. Merci. Merci à vous.